bienvenue à cette nouvelle entrevue sur le sommet Matrescence. Nous avons avec nous Marie-Hélène Fortier-Roy. Bienvenue. Allô? Merci d'avoir accepté cette invitation. On est content de t'avoir ici parce que Marie-Hélène, elle est ostéopathe. Donc, c'est une nouvelle pratique qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Je vous la présente rapidement, son parcours professionnel, parce que c'est intéressant. Après une maîtrise en gestion des coopératives et développement local, puis quelques années de travail dans le milieu communautaire, Marie-Hélène a décidé de se rediriger vers l'ostéopathie en 2004, si je ne me trompe pas. Non, 2000. Oui, début des études en 2007, ouais. Voilà, OK. Puis, en fait, c'était son désir d'aider puis d'accompagner l'autre qui a réussi à s'exprimer à travers cette pratique-là. Puis ça a été aussi sa porte d'entrée vers les approches dites alternatives. Marie-Hélène s'est jointe à l'équipe de l'Odyssée en 2012, une équipe de thérapeutes pluridisciplinaires. Puis, ça l'a fait se développer, en fait, dans un milieu de périnatalité, puis d'approfondir ses connaissances pour tout ce qui est trait à la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la pédiatrie. Puis elle a aussi fait en 2015 des recherches pour son mémoire en ostéopathie sur l'équilibre hormonal de la femme en postpartum. Puis c'est surtout cette approche-là que j'étais bien curieuse de voir ici sur le sommet de la matrescence. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter un peu plus. Donc, Marie-Hélène, ton entrée dans l'ostéopathie comme telle, c'est fait quand? Ça fait combien de temps que tu pratiques? Je pratique depuis 2012. OK, c'est ça. Fin du bac d'ostéo, en fait, 4e année d'ostéo. Et puis, j'ai commencé en partant à l'Odyssée en Estrie. Puis après ça, j'ai fait mon 2e cycle en ostéopathie sur l'équilibre hormonal. En fait, c'est les effets du traitement ostéopathique à visée hormonale sur les symptômes d'humeur et d'énergie chez la femme en postnatal. Super. Puis, est-ce que tu as commencé tout de suite en périnatalité? Parce que là, je sais que tu t'adresses un peu plus à cette clientèle-là. Oui, j'ai commencé. En fait, je suis tombée dans la périnatalité un peu par hasard. J'avais une de mes amies qui se faisait traiter par Marie Pani, avec qui je travaille à l'Odyssée, et qui me dit: « Ah, il faut que tu la rencontres, tu vas vraiment triper, tata. » Je venais juste de finir tous mes cours d'obstétrique, de pédiatrie. On s'est rencontrés. Ça a vraiment cliqué. Moi, j'avais pas à ce moment-là d'intérêt particulier. Je savais pas vers quoi je voulais me spécialiser plus en ostéo. Puis quand j'ai commencé à travailler avec des bébés et des femmes enceintes, j'ai complètement capoté. J'ai adoré ça. Je trouvais ça merveilleux, extraordinaire. Fait que j'ai été faire plein de formations postgraduées vraiment pour me spécialiser plus là-dedans. Puis à force, c'est ça, de travailler en périnatalité, je me trouvais pas outillée du tout, en fait, en postnatal. J'avais des femmes qui arrivaient en postnatal, puis j'étais un peu... déjà, j'étais pas mère. Fait que je comprenais pas complètement... je comprenais théoriquement ce qu'elle traversait, mais pas... je me trouvais pas pertinente dans mes interventions one-on-one, tu sais. Puis, fait que j'ai été me former un peu plus, chercher de l'information sur tout ce qui était hormonal, parce que je voyais que, tu sais, dépendamment de quand est-ce qu'il arrivait, soit en postnatal immédiat ou un peu plus tard, c'était des réalités complètement différentes d'une femme à l'autre. Puis, puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de matière en ostéo, puis même en médecine plus conventionnelle pour aider les femmes en postnatal. Fait que, voilà, j'ai été faire mon 2e cycle là-dessus pour être capable de me sentir un peu plus outillée. Puis là, dans le processus, je suis tombée enceinte. C'était ma question, oui. C'est ça. Fait que j'ai présenté mon mémoire. J'étais enceinte de 6 mois, grosse bédaine, toute la patente. Là, je parlais du postnatal que moi, j'avais pas encore vécu. Puis j'ai eu moi-même un premier postnatal très rock'n'roll. Fait que, ouais, c'est ça. Là, je viens d'avoir mon 2e bébé, qui a maintenant 10 mois. Et puis, non, 11 mois, depuis dimanche. Puis, je vois la différence d'un postnatal à l'autre encore. Oui. Voilà. Oui, ça permet d'élargir un peu nos horizons, d'en vivre quelques-uns différents. Ça a été mon cas aussi. Puis là, ma première question vraiment dans le sujet, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ostéopathie en périnatalité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites comment tu pourrais définir sa spécificité pour cette période-là? Déjà, on va définir
l'ostéo. Vas-y, Pour tout le je monde t'écoute. ouais, c'est ça, qui sait c'est quoi. L'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle douce, sans douleur, parfois quelques inconforts, mais sans douleur normalement, qui cherche à redonner de la mobilité à des structures pour qu'ils puissent accomplir leurs fonctions adéquatement. Ça se base sur, puis ça pour moi, surtout en périnatalité, c'est super important, sur la santé inhérente de la personne. C'est surtout ce qui va bien qu'on s'appuie pour aider au fonctionnement de tout le reste. Ça se base sur la capacité d'auto-guérison de la personne. Puis si je t'explique ça simplement, le corps, c'est une merveilleuse machine qui compense tout le temps, compense. Mais il n'arrive plus à compenser. Fait que, c'est pas la fois où tu t'es penché pour ramasser quelque chose par terre qui a fait que tu t'es barré le dos, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et puis le travail de l'ostéo, c'est de trouver c'est quoi la cascade d'événements qui a mené à ça maintenant. Au fait de se barrer le dos, mettons. Alors qu'en périnate, on va jouer dans ces aspects-là. Ah oui, puis j'ai oublié de dire aussi, ça prend la personne comme un tout. T'sais, on dit une approche holistique, mais Oui. ça veut dire que ça prend les aspects physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels en compte dans la personne. T'sais, ça, surtout en postnatal, c'est vraiment pertinent parce qu'on prend, personnellement, moi, je prends du temps pour parler de la réalité de la femme, qu'est-ce qui se passe, où on en est dans le contexte de vie au complet. En périnatalité, comme je te disais tantôt, pour moi, la périnatalité, ça part du projet d'avoir un bébé à la fertilité. Est-ce que tu es tombée enceinte rapidement, de même? Est-ce que tu n'as même pas eu le temps de te faire un projet et tu es déjà tombée enceinte? C'était une surprise? Ou est-ce que ça t'a pris 2 ans? Ou est-ce que c'est la fécondation in vitro? Comment s'est passée la grossesse? Le stress pendant la grossesse, les expériences de vie, ta relation à la maternité, ta relation à ta propre mère, les femmes de ta génération, comment elles ont vécu leur grossesse, leurs accouchements, ton accouchement, ton expérience d'accouchement, tes appréhensions là-dedans. Puis après ça, le postnatal est teinté de tout ce qui s'est passé avant et de tout ton vécu hormonal aussi avant. T'sais. Comment sont passées tes premières menstruations? C'est quoi ta relation à tes menstruations? Ton cycle avait l'air de quoi? Est-ce que tu as été sur la pilule tout le long, tu es tombée enceinte, puis là, tu découvres une espèce de montagne russe hormonale complètement déstabilisant et désorganisant? Ou non, ça va, tu t'équilibres assez bien là-dedans, tu te connais bien. T'sais, bon. D'une personne à l'autre, la réalité de la périnatalité est complètement différente. Puis en ça, l'ostéopathie me semble extrêmement pertinente parce qu'on est capable de s'ajuster à la personne qui a ses besoins dans son étape dans la périnatalité pour être le plus juste possible pour elle. Après ça, tu sais, il y a toute la symptomatologie des symptômes physiques, mais si on prend en compte en arrière de ça tous les symptômes émotionnels, bien, on est capable, ou psychologiques, on est capable d'intervenir adéquatement ou de référer adéquatement. Si c'est pas d'un ostéopathe qu'elle a besoin, mais c'est d'un psychologue ou d'un acupuncteur ou d'un médecin, ou on est capable d'un ergothérapeute ou d'un kinésiologue, on est capable de référer parce qu'on se retrouve en périnatalité souvent en première ligne, les ostéos, sans nécessairement le vouloir, parce qu'on voit le bébé en prévention, on parle un peu à la maman, puis là, on guide un peu vers les bons intervenants quand c'est approprié, parce que c'est aussi notre travail en tant qu'ostéo de voir est-ce que c'est notre zone de travail ou c'est celui de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est la place de l'ostéopathe de travailler dans cette zone-là en fonction de ce que la personne vient chercher ou c'est la place de quelqu'un d'autre? Voilà, fait que ça, c'est une partie de la spécificité de l'ostéopathie. Après ça, je dirais en périnatalité, on est doux dans notre approche physique, dans notre toucher, dans notre manière d'évaluer et de traiter la personne. Puis je pense que on est très vulnérable, enceinte et en postnatal. Fait que cette approche-là est tout à fait appropriée dans toute cette douceur-là de prise en charge. Puis on est vraiment efficace aussi. Yeah! J'aime s'entendre ça. C'est comme le fun de, quand tu es enceinte, d'avoir mal quelque part.
moi, je suis très... je prends beaucoup l'autonomie, tu sais. Je vais donner des exercices, mais pas trop, parce que je veux que les gens les fassent. Jamais plus que 3, parce que sinon, ça marche pas. Non. On est tous des humains, on fonctionne tous pareil. Fait que c'est ça, je prends beaucoup l'autonomie où je veux que la personne, elle comprenne ce qui se passe, ce qu'elle vit, ce qui se passe dans son corps, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça devrait s'améliorer, pourquoi ça ne s'améliorera pas pleinement, pourquoi on a besoin de se revoir. Puis je veux que quand on se revoit, ce soit pour les bonnes raisons, puis ce soit pour être efficace. Moi, je ne veux pas voir des gens encore et encore et encore sans aucune amélioration. C'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en ostéo. Mais c'est ça, avec l'autonomisation, comprendre ce qui se passe, avoir des bons exercices, puis être précis et efficace pendant le traitement, habituellement, on arrive vraiment bien au bout de ce qu'on cherche à faire. Tu me parles de référer à différents professionnels en périnatalité, mais est-ce qu'il y en a que tu réfères plus souvent? Je trouve ça chouette que tu mentionnes aussi que vous êtes souvent le point d'entrée un peu en postpartum, les ostéopathes, mais vers qui tu réfères le plus souvent? Puis est-ce que ça se passe bien, cette collaboration-là entre professionnels? Oui, bien, ça se passe toujours très bien, en fait. Oui. Ouais. Moi, je réfère... Ben, déjà, nous, à la clinique, à l'Odyssée, on est plusieurs thérapeutes, exact. Fait que psychologue, acupuncteur, 3 ostéos, une autre thérapeute et puis massothérapeute aussi. Donc, déjà là, en fonction des besoins, on est capable d'orienter puis de se faire des références puis d'avoir, c'est ça, un rendez-vous plus rapide, mettons, pour certaines personnes. Mais sinon, tu sais, à l'extérieur de la clinique, moi, je travaille beaucoup avec des physiothérapeutes périnéales, énormément. Ouais. Tu sais, on sait qu'en Europe, ils ont 6 semaines de physio-périnéale payées par le gouvernement. Ici, c'est ça. On en entend parler 4 ans plus tard. Je ne savais pas que ça existait. Ouais, c'est ça. Fait que moi, on a une super bonne clinique de physio-périnéale à Sherbrooke, fait que je réfère beaucoup vers elle. La collaboration est super bonne aussi. Je réfère à des médecins, particulièrement une médecin qui se spécialise en allaitement à Sherbrooke. Nous, on est en Estrie, on est dans le canton d'Athly, mais on est juste à côté de Sherbrooke. C'est juste parce qu'on est en campagne, c'est vraiment beau. Mais ouais, c'est ça. Je réfère à une médecin là qui, elle, évalue les freins de langue, les freins de lèvres, tout ce qui se passe au niveau de la sphère pour l'allaitement, de la sphère des freins de langue, finalement. On travaille avec des orthophonistes pour des enfants un peu plus vieux. Pour ce qui est de la périnate, kinésiologue spécialisé en périnatalité pour aider à retrouver un tonus, une bonne posture quand il y a des espèces de douleurs récalcitrantes où tu te dis, OK, c'est du travail d'exercice qu'il faut remuscler certaines zones. Les IBCLC, évidemment, pour des bons conseils en allaitement. Ouais, c'est pas mal ça, j'oublie sûrement. Les acupuncteurs font un travail vraiment génial. Là. Je trouve que l'acupuncture et l'ostéopathie, c'est comme ça. Là. Ça se potentialise l'un l'autre, c'est vraiment efficace. Dépendamment c'est quoi la relation de la personne avec les aiguilles aussi, par contre. Mais bon, c'est un autre dossier. J'en parlerai avec un acupuncteur prochainement. Ouais, c'est chouette. Puis, tu viens de me mentionner l'allaitement. L'ostéopathie, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut aider probablement les problématiques en allaitement? Énormément. Je dirais que je me souviens plus qui a dit ça. Je pense que c'est Ingrid Baillot. 80% des problèmes d'allaitement viennent du bébé. C'est très... on traite et le bébé et la maman, mais surtout le bébé. Parce que, dépendamment de comment s'est passée la naissance, de la posture in utero, des différentes tensions qu'il y a à l'intérieur du corps du bébé, il y a plein d'aspects mécaniques qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l'allaitement lui-même. Tu sais. Il y a tout l'aspect des postures d'allaitement, des positions que le bébé va prendre, comment la maman va placer son bébé. Puis ça, les IBCLC, les conseillères en allaitement, sont vraiment extraordinaires pour ça. Nous, on donne des conseils à ce niveau-là aussi, mais tu sais, on va aller voir tout ce qui est un peu plus mécanique. À la naissance, l'occiput, l'os en arrière de la tête, est en 4 parties. Donc non ossifié, ce qui fait que quand il y a passage entre
tête du bébé, en dessous de la symphyse pubienne. Il y a beaucoup de tension qui se fait à la base du crâne. Puis il y a des déplacements de ces structures-là, même minimes, qui peuvent affecter tout ce qui est l'influx nerveux qui mène à la succion, la déglutition. Fait que, essentiellement, tout devrait bien fonctionner, mais il y a quelqu'un qui a le pied sur la hausse, fait que ça se passe pas bien, tu sais. Tu as les nerfs crâniens qui sortent à la base du crâne, qui servent à tout ce qui est succion, déglutition, qui, s'ils sont comprimés, vont complètement déséquilibrer la manière dont le bébé va téter. Puis juste en dégageant la base du crâne puis en travaillant ces structures-là tout en douceur, il y a des changements vraiment monumentaux qui se font. T'sais. Puis en même temps, on travaille aussi tout ce qui est torticolis, position, posture. Un bébé qui tourne, qui est pris comme ça, il va super bien allaiter d'un sein, puis de l'autre sein, ça va être catastrophique. Il va avoir des gerçures, des ampoules de lait, puis tout ce qui est possible d'arriver parce qu'il ne sera pas capable de se placer adéquatement sur le mamelon, de bien ouvrir la bouche. On fait des évaluations, c'est ça, posturales au complet. On regarde tout ce qui est musculature autour de la bouche, le cou. Moi, quand je traite un bébé, je pars du bassin, puis je remonte au complet parce que je traite tout l'enfant dans sa globalité pour être certaine de ne pas passer à côté de rien, pour être sûr que tout soit le plus mobile et le plus potentialisé possible pour être capable de bien s'installer au sein. Puis pour ce qui est de la maman, je regarde les dorsales, pour être sûr que toute l'innervation au niveau des seins se passe bien. On va aller voir littéralement, s'il est à l'aise avec ça, mais littéralement la glande mammaire elle-même, le sein, essayer de faire des massages doux pour désengorger en douceur, essayer de travailler, lui montrer en fait comment se dégager elle-même de différentes tensions. Puis après ça, des conseils au niveau de la position du bébé, lui montrer des exercices à la maison pour faciliter l'allaitement, puis référer si on voit des freins de langue, si on voit des tensions dans le palais, essayer de donner des exercices pour aider la maman à faciliter la mise au sein. Je pense que l'allaitement, c'est vraiment une combinaison maman, bébé, environnement. Fait qu'il faut être capable de soutenir tout ça, d'aider toute la famille, en fait, à être le plus supportant possible dans ce contexte-là. Puis, tu sais, si on se recule un peu à l'extérieur de tout ce qui est mécanique, tu sais, être à l'écoute, comprendre ce qui se passe, voir s'il y a de la détresse ou pas, voir la pression que cette personne-là se met par rapport à son allaitement, voir tout ce qui va bien, tout ce qui va pas bien, voir si la femme désire vraiment allaiter ou elle le fait parce qu'elle se sent obligée, forcée, parce que c'est la bonne chose à faire, puis essayer de remettre ça en perspective un petit peu pour voir c'est quoi le mieux pour elle, puis pour son bébé, puis pour toute la famille, tu sais, parce que c'est pas toujours évident, tu sais, l'allaitement au début, c'est quand même un gros dossier, c'est super exigeant physiquement, psychologiquement quand ça se passe pas bien. Fait qu'essayer d'être vraiment en support là-dedans. Tu sais, moi, je laisse toujours la possibilité. En fait, je demande toujours à ce qu'elle me rappelle quelques jours après pour voir comment va la prise au sein, comment va le bébé. Est-ce qu'ils ont été vus par une BCLC ou une conseillère en allaitement? Est-ce qu'il y a une marraine d'allaitement qui est allée les voir? Est-ce qu'ils ont eu un support à l'extérieur de ça, de juste mon rendez-vous? Puis, on va se revoir si les choses s'améliorent pas suffisamment. Tu sais. Voilà, fait que l'ostéo et l'allaitement, c'est très aidant, mais il faut que ce soit pris rapidement aussi, tu sais, avant que la maman soit blessée, découragée, en train de vouloir abandonner complètement. En même temps, on prend les gens quand ils sont prêts à venir nous voir aussi, là, dans leur contexte de vie à elles, respectivement. Mais tu sais, moi, j'ai vu des femmes avec des problèmes d'allaitement arriver à 5-6 jours post-natal, puis d'autres arrivés à 3 mois, tu sais, avec des ampoules de lait, du sang, vraiment des choses que tu dis, je peux pas vraiment croire que ça fait 3 mois que tu vis ça, tu sais. Ouais. 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 Oui, ça peut être difficile l'allaitement, mais je trouve ça magnifique. Puis tout l'aspect relation d'aide aussi qui émane de ce que tu me racontes par rapport à ton métier, que vous êtes là, mais vous êtes là à plein de niveaux, pas juste pour des
des touchés, puis des massages, puis c'est vraiment, c'est au-delà de l'ostéopathie, là. Ouais, moi, je suis quelqu'un de très relationnel, là. Mais je pense que c'est nécessaire aussi. Ben, je pense surtout en postnatal, tu sais, on est tellement Ouais. vulnérable, puis, tu sais, c'est un sommet sur la matrescence, hein, la vulnérabilité, c'est pas mal ça, la Oui. matrescence. Tu sais, cette ambivalence-là qu'on vit entre je suis hormonalement prête à mettre ce bébé-là au centre de toute mon existence, mais il y a quand même une partie de mon cerveau qui me dit « Oh mon Dieu, j'avais une vie avant! » C'était quoi? Tu sais, ce déchirement-là, c'est vraiment, je trouve, le centre de la matrescence, du concept d'adolescence et de maternité ensemble. Tu sais, on vit les montagnes russes hormonales combinées à une espèce de oui, je veux ça, mais j'aimais ça avant aussi. Puis là, comment je fais pour combiner tout ça? Puis il n'y a pas beaucoup de discussion avant un accouchement sur ça, sur la préparation Sur ou après. ouais. On se prépare beaucoup, beaucoup, beaucoup à accoucher, à la douleur, à qu'est-ce qu'on va faire. Je veux un épidural, je veux pas d'épidural, je veux, tu sais, tout ça. Je vais accoucher à l'hôpital, non, je vais accoucher chez nous, en maison de naissance, on se prépare, notre valise, tout est, tu sais. Mais après, après, qui vient prendre soin de toi, qui s'occupe de faire ta vaisselle, ton lavage, de nettoyer autour de toi pour que toi, tu restes couché puis que tu prennes ça relax avec ton bébé, puis qui va te dire c'est normal que tu aies peur, que tu capotes, puis que tu te dises oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû. Puis en même temps que 4 secondes après, tu pleures ta vie, tu te dis mais non, c'est la plus belle chose que j'ai vécue de toute ma vie, puis c'est la plus belle personne extraordinaire de la Terre. Tu sais, ça, théoriquement, on le comprend. On le comprend pas tant qu'on l'a pas vécu. Puis moi, je Toi, t'es vois dedans? à tout. Oui, moi, je suis dedans. Le deuxième, c'est pas pareil. Non. Moi, je vois des femmes à toutes les semaines qui me disent il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça avant. Je ne savais pas. Fait qu'il y a peu de normalisation de cet état-là. Puis c'est comme si entre nous, entre femmes, on ne s'en parlait pas suffisamment non plus. On ne se préparait pas à ce que ça fait, probablement parce qu'on le vit toutes très différemment puis qu'on veut soit pas partager ça parce que c'est trop précieux ou trop épeurant ou trop honteux, ou bien soit parce qu'on se dit qu'on ne veut pas déranger les autres avec ça puis qu'on ne veut pas les effrayer. Je sais pas, il y a sûrement des raisons pour lesquelles on n'en parle pas. Moi, j'en parle tout le temps. Quand on est en projet bébé, quand on est enceinte, c'est pas quelque chose qu'on veut entendre non plus parce qu'on est dans notre imaginaire de notre vie rêvée avec bébé. Puis quand on entend des remarques, on dirait que ah là là là. Oui, c'est ce que j'ai vu souvent. Mais c'est tellement important, en fait. Oui, puis on est capable d'écouter les histoires d'horreur d'accouchement des autres, mais écouter après, ça, non, moi, je sais, j'ai fait du déni, là, gros comme le bras, là, gros déni. Puis, pourtant, je savais tout ça. Puis quand je suis arrivée en postnatal, puis situation de vie étant ce qu'elle est, on a vécu beaucoup, beaucoup de stress pas lié au bébé. Et puis, je me gérais pas, là. Là, j'ai un deuxième postnatal qui se passe vraiment à merveille, où tout est complètement différent, dans un contexte de vie complètement équilibré, sain et merveilleux. Puis, je me dis, OK, c'est ça, un vrai postnatal dont on en prend soin adéquatement, parce que là, ben, je savais comment me préparer, puis j'étais capable de m'écouter moi-même parce que là, j'étais capable d'écouter les conseils adéquatement. Mais je pense qu'il faudrait trouver un moyen d'avoir une porte, de trouver une porte, en fait, pour parler de ça aux femmes qui sont dans leur projet bébé, justement, pour qu'ils se préparent sainement à tout ça. Puis quand on commence à parler du 4e trimestre de grossesse, je trouve que ça, c'est une bonne porte pour dire, ben, tu sais, ton bébé, il va passer de là à là. Tu vas l'avoir toujours dans les bras, ça va être exigeant. Puis toi, tu vas traverser quelque chose de transformateur pour le reste de ta vie. Donc, tu sais, pense-y et gère tes attentes, tu sais. Abaisse-les. Ben, ou, tu sais, fais-toi un projet, fais-toi un plan de postnatal et réévalue-le constamment, tu sais. Ouais. Parce que comme ça,
sachant que tu as à le réévaluer constamment, tu seras peut-être un peu moins en train de te juger sur le fait que, ben non, l'allaitement, c'était peut-être pas pour toi, ou, ben oui, tu avais prévu accoucher chez toi, puis ça a terminé en césarienne d'urgence à l'hôpital. Tu sais, comme... Et donc, ton état après, que tu avais prévu que tu aurais, ben, il va être complètement différent et donc, tu vas être obligé de réévaluer ton projet postnatal, mais est un projet postnatal déjà. Tu sais. Si tu es capable d'avoir un plan d'accouchement, tu es capable d'avoir un plan postnatal aussi, mais ça, c'est ça, on se prépare à ça. Ça sent bien, on en parle de plus en plus. Oui, oui, vraiment. Il y a eu du mouvement dans les dernières années. Oui. OK, j'ai envie qu'on parle d'équilibre hormonal. Oui. Je t'écoute. Bon, là, je sais pas. Veux-tu une question précise? Ouais. Ben écoute, l'équilibre hormonal, tu sais, on a tous vécu notre premier gros changement hormonal au niveau de la puberté. Puis comme je te disais tantôt, on traverse toute notre période fertile jusqu'à notre premier bébé d'une certaine façon, avec soit de l'hormonothérapie ou pas. Tu sais, est-ce qu'on prend la pilule? Est-ce qu'on prend un stérilet? Est-ce que non, ça ne nous fait pas du tout? Est-ce qu'on a eu des gros chamboulements? Est-ce qu'on a eu des kystes? Bon, tout ce que notre première vie hormonale a été avant d'avoir un bébé. Et puis là, après ça, on a une connaissance de nous-mêmes ou pas de cette partie-là. Puis après ça, on arrive à la fertilité, notre bébé, la grossesse, comment on vit notre grossesse, comment on vit tous ces chamboulements hormonaux-là, comment on vit toute cette intuition qui émerge quand on est enceinte puis qu'on écoute un peu plus qu'avant. Et puis après ça, ben, comment on vit ces chamboulements hormonaux-là en postnatal, c'est quand même un gros morceau, parce qu'on passe, sans vouloir rentrer dans les détails de tout ce qu'on traverse, c'est un peu aride, là, on va se le dire. On pourrait en parler longtemps aussi, là. Oui. De tout ce qu'on traverse hormonalement, on passe de fin de troisième trimestre avant l'accouchement, on est en pic hormonal, à baseline une fois que le placenta est sorti puis qu'on a commencé à éliminer nos hormones en dedans de 24-48 heures, là, on crash hormonalement de façon très, très, très intense. Et puis, chaque femme étant différente et chaque contexte hormonal étant différent, on vit ça de façon complètement différente d'une personne à l'autre. L'équilibre hormonal, c'est très, 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 très variable d'une femme à l'autre et la perception des symptômes liés aux hormones est complètement différente d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui vont le ressentir psychiquement beaucoup au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie, au niveau des états d'âme. Il y en a d'autres qui vont le vivre physiquement vraiment beaucoup, se sentent plus engorgées, plus pleines de liquide, plus lourdes, plus de symptômes physiques. Il y a des femmes qui vivent les deux. Il y a des femmes qui ont des boutons, bon, tu sais, tout ça. Et puis, chercher à équilibrer ça, ça se passe, selon moi, par plein de sphères différentes. Tu sais, l'ostéo, c'est merveilleux, mais quand on est en gros déséquilibre hormonal, il faut aller chercher du support ailleurs, que ce soit bon, dépendamment du niveau de symptômes auprès d'un médecin, ou avec acupuncteur, naturo, ostéo, très, 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 très bon combo. Parce qu'on peut travailler autant sur les habitudes de vie que sur l'aspect plus mécanique. Puis la médecine chinoise, c'est un autre département. Je veux dire, ils voient la santé et le corps tellement différemment de notre cerveau occidental scientifique que c'est ça. C'est comme s'ils prenaient la porte en arrière pour venir te chercher. Fait que tout ça mis ensemble, c'est très, très, très aidant. Tu sais, si je te donnais des exemples, mettons, de déséquilibres hormonaux, une femme qui arrive dans mon bureau à 10-12 jours postnatal, 12-15 jours postnatal, pas eu de montée de lait encore, dort pas, complètement en hypervigilance, se nourrit très peu et très
en réaction fight-or-flight, essentiellement. Moi, ce que je vois là, bon, évidemment, on va faire tout l'historique, on va aller voir tout son contexte de vie à elle, mais tu sais, c'est sûr que ça sonne des cloches, là. Ces surrénales sont dans le tapis, t'accouches, t'as ton cortisol en fou, là, avec l'adrénaline, tu sais, dans le tapis, pour être capable de sortir ce bébé-là. Puis, après ça, dans les heures ou les jours qui suivent, ça diminue graduellement, puis ça descend. Tu sais, la première nuit avec ton bébé, tu dors rarement très profondément. Tu sais, il y a une espèce d'euphorie fébrile où tu dors, tu te réveilles, tu dors pas, tu es là, tu regardes ton bébé, puis tu sais, bon, ce moment-là, c'est parce que tu es encore pleine de cortisol, tu es encore pleine d'adrénaline, puis tu te maintiens là-dedans, puis là, tranquillement, pas vite, ça redescend. Ça redescend plus ou moins bien. Puis là, ben, il y a des femmes qui crashent à 3 jours, baby blues. Ah, regarde. On est dans un gros crash hormonal, puis on se rééquilibre tranquillement pas vite. Puis ça prend 7 à 10 jours, puis on est correct. Sauf que, par exemple, cette femme-là, qui est à, mettons, 12 jours, pas de montée de lait, en hypervigilance, ben, ça veut dire que ses surrénales travaillent en fou, qu'elle sécrète du cortisol en fou. Sur les récepteurs, ce n'est que du cortisol et non de l'ocytocine qui circule, et donc pas de montée de la prolactine, pas de montée de lait. Cortisol prend toute la place. Si on ne l'aide pas à se calmer, à calmer son système nerveux, à l'amener dans son système un peu plus parasympathique que dans le sympathique, essayer de calmer les glandes surrénales, elle va crasher, là. Puis là, ça va être fatigue endocrinienne, fatigue surrénalienne. C'est les autres glandes qui vont prendre le dessus parce que, en fait, le système glandulaire, c'est pas telle glande fonctionne, telle glande fonctionne pas, tu sais, on-off. Bon, tu sais, tout le monde travaille main dans la main ensemble constamment. Fait que quand il y a une glande qui fonctionne un peu moins, les autres vont sécréter pour être capables de stimuler un équilibre endocrinien. Puis, ben, le système nerveux et le système hormonal fonctionne main dans la main pour maintenir l'homéostasie, l'équilibre à l'intérieur du corps. Donc, si tu as une hypersécrétion au niveau des surrénales, tu as une hyperactivation du système fight-or-flight au niveau du système nerveux, fait que tu es en hypervigilance constante, tu ne seras pas capable de dormir, tu ne seras pas capable de te reposer, puis tu t'en vas vers un épuisement à court ou à moyen terme inévitable. T'sais. Puis là, ben, là-dedans, tu ajoutes les aspects psychologiques où la femme veut allaiter, elle attend sa montée de lait, elle attend sa montée de lait, puis là, ça n'arrive pas, puis là, plus que ça n'arrive pas, plus que ça la stresse. Puis là, ben, son bébé ne boit pas, prend pas de poids, il faut qu'elle donne le biberon, on ne veut pas donner le biberon, fait que là, elle est en espèce de conflit interne qui augmente la réaction fight-or-flight, qui augmente la sécrétion de cortisol, puis là, ben, on se maintient là-dedans dans une espèce d'hypervigilance où elle s'en sortira pas sans un peu de support et d'appui. Ouais. Ça, ce serait un exemple de besoin d'équilibre hormonal et d'équilibre du système nerveux. Mettons complètement ailleurs, en 3 mois postnatal, je vois souvent des syndromes, des symptômes thyroïdiens particuliers, qui font on and off, genre hypo, thyroïdie, sans être dans quelque chose qui se diagnostiquerait médicalement par une prise de sang. On est vraiment plus dans de la symptomatologie. C'est souvent parce que à 3 mois, on a fini, on est vers la fin de notre 4e trimestre, vers la dégestation, le fait d'être complètement revenu dans notre revenu, là, entre gros guillemets. À un nouvel équilibre. À un nouvel équilibre, ben, en fait, la fin de notre 3e trimestre, 4e trimestre exactement. Puis, ça crée à ce moment-là pour la thyroïde, tu sais, des symptômes qui peuvent aller, c'est ça, en hyperthyroïdie, puis là, t'as chaud, t'es énervé, t'as de l'énergie, puis là, oh non, là, finalement, je suis vraiment fatiguée, puis je me sens, tu sais, puis là, on and off comme ça, puis tu sais, c'est juste la thyroïde qui essaie de se rééquilibrer dans un métabolisme un peu plus normal, tu sais, il y a quand même... J'allais dire se rééquilibrer dans l'équilibre. Mais en tout cas, il y a quand même 5% des femmes en postnatal qui se retrouvent avec des problèmes de thyroïde pathologiques, là, qui doivent être médicalisés. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est non négligeable. Puis quand, c'est ça, l'équilibre hormonal, c'est d'une femme à l'autre différent. Et d'un moment à l'autre dans le postnatal, différent aussi, avec des besoins différents, puis avec
une approche spécifique à chaque personne. Puis, c'est pas parce que je me spécialise c'est pas parce que je tripe sur les hormones et que j'ai ça en arrière de la tête dans un contexte en postnatal que c'est systématiquement ça que je vais utiliser non plus, parce que c'est un outil parmi tant d'autres. Puis je pense que la clé en postnatal, c'est vraiment d'être capable d'être spécifique, de voir ce que cette personne-là a besoin aujourd'hui. Parce que c'est pas parce qu'elle a besoin de travail sur ses surrénales dans la vie que c'est ce qu'elle a besoin aujourd'hui dans mon bureau. T'sais. Je me base beaucoup sur ce qu'elle me raconte de sa vie là, le niveau d'énergie, la fatigue, la capacité de fonctionner, puis les attentes, la gestion des attentes, puis de ce qu'elle pense qu'elle devrait faire, parce qu'on est quand même dans une société où on est très active. Même, il y a des femmes qui sont très, très conscientes de ce qu'elles devraient faire dans leur postnatal, puis que elles vont chez l'ostéo, elles vont chez le masso, elles vont physio-périnéal, elles vont chez le kinésiologue, ils ont des exercices, font des exercices, parce que là, on veut se remettre, on veut bien faire ça, puis il faut bien que je prenne soin de moi, puis là, un moment donné, t'es comme... Puis est-ce que tu es capable de rien faire pendant 3 jours, puis de ne pas faire tes exercices pendant 3 jours, puis de ne pas faire à manger pendant 3 jours, puis de tout t'arrêter tout pendant 3 jours? Puis d'écouter toi aussi, hein? C'est ça. Qu'est-ce que ton corps il te dit sans que ça soit... C'est ça, sans que ce soit spécialiste. C'est ça. Exact. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour toi? Des fois, c'est la porte d'entrée à... Wow! OK, tout un monde qu'on n'avait pas soupçonné. Tu sais. Ouais. C'est intéressant. J'ai envie de te demander, pour terminer, toi, comment tu l'as vécu, ta matrescence? La première ou la deuxième? je pense matrescence, qu'est-ce que ça t'a apporté? Que du bon. Que du bon. Que du bon. Je pense qu'à chaque bébé, à chaque accouchement, à chaque grossesse même, qu'elle soit menée à terme ou pas, on renaît complètement. Il y a quelque chose en nous qui... Oh, ça m'émeut! qui change beaucoup, profondément, comme on se l'imagine même pas, en fait. On redécouvre ou on découvre des sphères de nous qu'on connaissait pas. Je pense qu'on découvre pendant la grossesse une intuition qu'on est plus prête à écouter. Puis après ça, on décide de garder ça ou pas. C'est selon. Et puis, après ça, accoucher, tu donnes la vie. C'est gigantesque. Puis c'est quand même... je pense que quand tu accouches, tu es capable de tout faire. Une fois que tu as accouché, tu sais que tu es capable de tout faire, puis que tu es capable... Tu t'es complètement fragmenté pour être capable de te rendre à laisser la vie te traverser, tu sais. Et puis quel que soit par voie basse, par césarienne, je pense que c'est un lâcher-prise. J'ai le lâcher-prise. Mais c'est tellement grand, c'est tellement plus grand que soi qu'après ça, tu sais, faut comme que tu ramènes tous les morceaux ensemble. C'est là que tout change, en fait, parce que les morceaux sont plus à la même place ou ils pensent plus pareil comme avant, tu sais. Moi, j'ai vécu la matrescence vraiment comme un grand cadeau que je pensais pas, je m'attendais vraiment pas à ça. Pourtant, dans mon cortex, là, je le savais, dans mon corps, dans mon être, dans ma perception de la vie, dans ma compréhension de mon travail, dans ma manière de concevoir la vie, la réalité, ce que je considère être la vérité, tout ça comme éclaté. Puis même encore maintenant, je veux dire, mon bébé a 11 mois, là, je te le disais hors caméra tantôt, mais tu sais, pour moi, le postnatal, ça dure toute la vie. Hein? Ah oui. Postnatal pour toujours. Tu sais, ce processus de changement-là, à 11 mois, je suis encore en train de... Il y a encore des choses qui me flashent que je suis comme, wow, je sais que je pensais pas à ces choses-là comme ça avant. Je sais que je concevais pas
la vie de cette façon-là. Fait que, tu sais, même d'un bébé à l'autre, les choses, ouais, les choses se sont rajoutées dans une genre d'expérience physique et psychique et spirituelle complètement différente. Tu sais, moi, j'étais une fille très rigoureuse, scientifique, tu sais, puis mes bébés m'ont comme forcée vers l'acceptation de toute une réalité à l'extérieur de ça qu'il faut que je prenne en compte et que j'absorbe. Que j'embrasse, en fait. Ouais. Fait que, ouais, je dirais que j'embrasse la vie complètement différemment. Ça change tout aussi dans ma relation de couple, dans ma relation de famille, dans ma relation avec mes parents. Tu sais, à ma première fille, là, je regardais des mères, puis j'étais comme, oh, ils ont toutes été enceintes, puis ils ont toutes accouché. Puis là, après ça, je regardais des bébés, puis genre, ils sont tous nés, ils ont tous eu, tu sais, ces traumatismes de vie-là. Bon. Mais ça me... Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment transformée pour le mieux. Vraiment pour le mieux. Ouais. Ah, c'est beau. Tu m'as fait venir des frissons, fait que c'est chouette. Ça termine bien. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour nos auditeurs? Quelque chose que tu as envie de partager? Ben là, comme on parle à des gens qui travaillent en périnate, je dirais que pour ceux et celles qui commencent en périnatalité, il faut, ça je l'ai appris de mes propres erreurs, être humble, accepter la vulnérabilité des gens, comprendre la portée des mots qu'on utilise, qu'on ne se rend pas toujours compte. Des fois, on pense qu'on dit des choses légères, puis les gens ont tous un vécu qu'on ne connaît pas, des traumas qu'on ne connaît pas, traumas qui émergent beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'arrivée d'un enfant, souvent, quel que soit le trauma d'ailleurs. On n'a pas une échelle de ce qui est traumatique ou pas pour d'une personne à l'autre. Fait que, ouais, s'engager en périnatalité, c'est s'ouvrir à la vulnérabilité des gens. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais il faut en prendre vraiment, vraiment soin et le chérir avec humilité. Et toujours voir puis être capable de ramener dans la perspective tout ce qui va bien. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont bien. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est tout un honneur de pouvoir accompagner ces gens-là à travers leur transformation de parents. Définitivement. Ah, merci Marie-Hélène d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Au plaisir.